de la part d'entités provenant probablement d'étoiles lointaines. Bonjour, bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur. Alors, vous vous souvenez, la semaine dernière, dans cette première partie sur le reportage de la deuxième journée montréalaise sur le phénomène OVNI, nous avions écouté presque intégralement la conférence donnée par monsieur Jean Cazot que nous voyons présentement. Alors, pour nous rappeler un peu le contenu de cette conférence, puisqu'aujourd'hui, nous aurons l'occasion de voir le débat qui en a suivi dans le corridor après la conférence de monsieur Jean Cazot, qui était donnée d'ailleurs à l'Université de Montréal samedi, le 26 octobre dernier. Alors, rappelons-nous ce qu'était l'ensemble du contenu de cette fameuse conférence de M. Jean Cazot. Des textes cunéiformes sumériens et le fer de lance de cette approche. Lui, comme d'autres, est intrigué, voire fasciné par cette civilisation méconnue et boudée dans les cours d'histoire en raison du peu qu'on en connaît. Je suis à peu près certain que si je vous demande quelle est la plus grande civilisation qu'on ait connue, vous allez toutes m'arriver avec la même affaire, les Égyptiens. Avec leur maudite pyramide. Toujours les Égyptiens qui viennent. Mais bien avant les Égyptiens, bien avant les Grecs, bien avant ces gens-là, cette civilisation est arrivée, dont on sait où, personne ne le sait. On sait où ils sont arrivés, on ne sait pas d'où ils partaient, on n'a aucune idée. Et dans le temps de le dire, à l'échelle de l'histoire, c'est dans un claquement de doigts, se sont établis là où est maintenant la Perse, l'Irak et l'Iran pour déverser sur les peuples qui occupaient ces territoires-là une avalanche de connaissances qui n'ont aucun rapport avec ce que ces gens-là avaient, c'est-à-dire les mathématiques, l'écriture, les arts, la musique. C'est incroyable, ça a été une espèce de révélation presque surnaturelle pour ces gens-là. Et en passant, l'écriture cunéiforme sumérienne, au CP on travaille là-dessus, ressemble étrangement à plusieurs caractères qui ont été reproduits par des témoins d'enlèvement. Pour nous, ça n'a pas été une grosse surprise de voir une énorme ressemblance. La mythologie sumérienne a inspiré de nombreux autres écrits en passant, dont notre célèbre Genèse, qui reprend des milliers d'années plus tard, il ne faut pas l'oublier, les mêmes termes. Chez les Sumériens, le premier être humain, dans leur mythologie, on appelle ça de la mythologie, c'est moins fatigant. Dans leur mythologie, le premier être humain à faire l'objet d'une transformation génétique par les dieux venus du ciel se nomme Adapa. Nos exégètes ont lu que dans la Bible, le premier homme fabriqué par Dieu s'appelait Adam. Regardons ça. Chez les Sumériens, l'homme à qui fut confié le soin de préserver la semence génétique de toute forme de vie en raison du grand déluge à venir s'appelait Zéosoudra. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Il a préservé ses semences génétiques à l'aide d'un vaisseau flottant construit selon les directives des dieux. Chez nous, il s'appelait Noé, puis son histoire est pas mal plus compliquée. Faire rentrer ça à terre, là, un après l'autre, là, c'est comme quelque chose qui ne marche pas. On pourrait vous parler aussi de l'Atlantide, mais ça, moi, je ne m'embarquerai pas dans une révélation de tout ce qui a été fait au niveau de Sumer. Ça demande une étude personnelle. Ça demande une curiosité de votre part, d'aller fouiller dans ça, de vous informer, d'excellents ouvrages qui ont été faits là-dessus. Ça me prendrait des heures et des heures pour élaborer sur ce sujet-là. Je pense que Roselyne est en train de faire un travail là-dessus. Roselyne Palacio, elle va peut-être produire quelque chose, je l'ignore, mais en tout cas, il y a quelque chose à faire là-dedans. C'est absolument incroyable. Les écrits de Robert Charroux, il y a longtemps aussi, recoupent dans ce sens-là. Nous sommes, ils m'ont dit, bien expliquer ce que les extraterrestres font ici. Alors ça, je vous dis. Là. Mais faites-en ce que vous voulez, là. Moi, je vous dis ce que je suis convaincu de toutes les fibres de mes molécules. OK? Nous sommes les descendants d'une merveilleuse aventure de co-création. Ces êtres qui nous visitent ne sont pas des étrangers, ne sont pas des explorateurs, ce ne sont pas des méchants, ce ne sont pas des ancêtres éloignés dont on ne connaît rien, ce sont des ancêtres directs, nos honorables grands-parents. Ils sont de la famille. Nous sommes des métis interplanétaires.
Ayez donc assez d'humilité pour au moins l'envisager. Juste l'envisager. Y penser. C'est pas simplement une question de croyance, c'est une question de bon sens. Puis si vous résistez avec cynisme et mépris à ce concept-là, c'est que vous êtes forcément convaincu qu'en tant qu'humain, nous sommes l'élite du cosmos. Oh boy, que vous allez être déçus tout à l'heure. Oh boy. Nos co-créateurs ont quitté la Terre à titre de résidence permanente il y a 12 000 ans pour surveiller de plus loin l'évolution de cette nouvelle race. Puis, lorsque cette race faisant fructifier son intelligence naissante s'est mise à la fois à devenir dangereuse pour elle-même, donc vulnérable, ils ont décidé de revenir faire un petit tour. Il ne faut pas être universitaire pour faire coïncider la vague massive d'ovnis dans nos cieux avec les premiers massacres à l'arme nucléaire. Évidemment, évidemment, il y aura toujours un esprit modérateur, chargé de préserver l'intégrité de la pensée rationnelle et qui interviendra en faveur des coïncidences, du hasard, tout en méprisant l'approche que je viens d'adopter. Il dira que les gens se sont mis à voir des ovnis après la guerre, comme tous les pauvres d'esprit du Moyen-Âge voyaient des croix et des têtes ensanglantées. Il dira que la conscience soudaine des gens face à notre avance technologique a modifié les signes dans le ciel pour en faire des vaisseaux, une vision plus conforme au XXe siècle. Il dira que les phénomènes lumineux proviennent des étincelles électromagnétiques provenant des ruptures souterraines des tremblements de terre. Il dira que le lobe temporal gauche est susceptible, vulnérable. Il dira que les visions d'ovnis et d'extraterrestres sont conditionnées par un cinéma très évocateur. Il dira que les images photos, les films sont flous. Il dira et inventera parfois des explications encore plus fantastiques que le simple fait d'admettre que nous sommes simplement, bout de bordel, visités par des civilisations supérieures. C'est quoi le problème? Où est-ce qu'il est le problème là-dedans? Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de même admettre que cette visite-là soit même une hypothèse? Ils ne veulent même pas l'envisager. Je n'ai jamais vu dans toute ma vie aussi d'acharnement à démolir une hypothèse en proposant plus fou qu'elle. J'ai jamais vu ça. Jamais. Je suis fasciné, démonté, et je ne peux pas faire autrement de penser qu'ils sont à ce point peur de perdre leur position d'autorité et de contrôle, qu'ils sont capables de tricher et de mentir plutôt que de faire face à une réalité qui les menace. Le scénario que j'ai évoqué, là, ce que je viens de vous dire, là, on va le répéter, là, une civilisation extrêmement évoluée qui voyage dans l'univers en utilisant une technologie leur permettant de court-circuiter les distances phénoménales, soit par les fameux trous de verre, des trous noirs que nos astrophysiciens sont en train de démontrer au moment où on se parle. C'était pas vrai l'année passée. J'aurais pas pu vous dire ça l'année passée. Je ne savais pas. Mais j'aurais pas pu vous le dire. Mais là, je peux vous le dire. Ils sont en train de le démontrer. Est-ce que ça, c'est à ce point irrecevable comme scénario? C'est qu'il y a de fou là-dedans. Qu'est-ce que je viens de dire d'imbécile ou d'impossible dans ce que je viens de vous dire? Rien. Au moins à titre d'hypothèse. Donc, je pense que ça peut se discuter calmement sans traiter les gens de fous. Le scénario que j'ai évoqué a l'effet que des civilisations découvrent, il y a longtemps, une planète peuplée d'hommes primitifs. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a de déraisonnable là-dedans? Je pense que ça ressemble même à nos propres expéditions qu'on a faites au 16e siècle auprès des Autochtones d'Amérique. Hein? C'est la même petite affaire. On a copulé les Indiens, nous autres aussi. Demandez aux missionnaires, l'évangélisation vers le bas, vous connaissez ça? Vous savez de quoi je parle? Si à l'époque, quand il y a 5 missionnaires dans la salle, il y a un problème. Si à l'époque, on avait connu et maîtrisé la génétique comme on est capable, on se serait-tu gêné, tu penses? Non.
c'est invraisemblable que des visiteurs aient été des humanoïdes comme nous et qu'ils aient été tentés de faire progresser l'homme primitif au nom d'une utilité quelconque. C'est quoi le problème? C'est où ça bloque, là? Puis qui poursuivrait cet objectif-là de nos jours, à moins d'être mauditement orgueilleux, là, on devrait être capable d'envisager ça très facilement. Le parallèle peut vous paraître blessant, mais c'est ce qu'on fait avec les animaux de ferme lorsqu'on effectue des croisements, des expériences de tout genre pour augmenter leur reproductivité, les rendre moins vulnérables à certaines maladies, leur faire produire plus d'œufs, de lait, même de viande. On le fait. Ramenez ce concept-là à un niveau plus élevé, franchement, et vous constaterez, à moins d'être orgueilleux, que ce scénario-là n'a rien de choquant. Nous étions des enfants primitifs, on l'est encore. Je ne vois qu'une seule raison à la résistance farouche et presque violente à ce concept-là. On ne veut pas admettre que nous sommes victimes, on ne veut pas admettre que nous sommes les objets que nous sommes en position inférieure dans l'univers. On ne veut pas l'admettre. On préfère le mythe de l'homme unique. Créature, fils de Dieu, ou créature naturelle, extrêmement évoluée, intelligente, maître de notre planète. Pas un instant, on ne peut envisager que nous soyons the small new kids on the block. Pas un instant. Et on ose avancer l'hypothèse que nous sommes seuls en plus de ça. On ne veut pas admettre que nous sommes peut-être sous observation parce qu'un peu délinquants. Je crois sincèrement que nous sommes parents avec eux. Je crois également qu'au niveau de l'esprit, nous soyons complices à l'heure actuelle avec eux. Au niveau de l'esprit, la plupart des adoptés vont vous dire qu'ils sont dans un état complètement second. Au niveau de l'esprit, nous sommes avec eux complices dans l'élaboration pour le futur d'une nouvelle race plus à même de comprendre l'univers, en n'ayant plus ce blocage systématique propre à l'humain d'aujourd'hui depuis sa création. Nous, êtres humains, n'avons accès à aucune autre de ces dimensions dont on est en train de découvrir l'existence. On n'a pas accès à ça. On a accès à nos 3 dimensions, plus le temps dans lesquels on évolue. Il faudrait attendre, sans doute, des millénaires avant que ça change. Et les modifications nécessaires à notre cerveau se sont vues boycottées par l'utilisation de toutes nos énergies à simplement survivre, survivre et survivre. Nous ne sommes pas en mesure actuellement d'accepter et de refuser cette coopération sur le plan conscient avec notre intelligence et notre jugement. Nous sommes dominés par des questions de survie et notre intelligence ne se développe que dans ce sens, pour survivre, pour ensuite se diriger vers quoi? Une notion de confort, par une technologie qui tient presque de l'absurde. On ne pense plus, on fabrique. Puis on fabrique quoi? Des meubles, des téléviseurs à 3 dimensions, des vidéophones, des ordinateurs à grande puissance, des jeux d'enfants. Pendant que le cartel des grandes multinationales nous fait encore marcher que le vieux moteur Henry Ford sur des pneus de caoutchouc. On nous empêche d'explorer à fond l'énergie solaire, la fusion nucléaire, pas la fission, la fusion nucléaire. On nous empêche de toucher aux sources d'énergie, notamment celles des IRF de notre ami Nikola Tesla. La race humaine se laisse diriger vers la destruction des mécanismes qui pourraient lui permettre de faire un saut quantique vers l'homme cosmique, et c'est voulu ainsi par cette même maudite élite intellectuelle, religieuse, financière, et peut-être même scientifique, qui se moque complètement de toute autre forme d'aspiration que celle promue pour leurs propres intérêts. Sur ses croyances et ses cultures, il me semble en être tout un, la révélation du véritable paysage extraterrestre. Mais ça, ce qu'ils font, ils le font par la bande. Et
inconsciente, subconsciente, puis consciente. Ils partent du fond vers le bas. C'est pour ça que le phénomène est incompréhensible pour un esprit critique, un esprit scientifique. Il ne voit rien, il n'entend rien, il ne se passe rien. C'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Note au traducteur, on parle à la page d'autre. Le phénomène extraterrestre est relié de très près. Ils sont partis, là. 22, deuxième paragraphe. Okay. Le phénomène extraterrestre est relié de très près à l'origine de l'homme moderne, à son évolution dans les premiers millénaires de son existence, à son évolution présente, physique et métaphysique. Comme je l'ai déjà mentionné, je renonce à prouver mes avancées, parce que si je fais ça, je vais me condamner au ballon sonde, je vais me condamner à dire que les enlèvements, c'est une nouvelle forme de maladie mentale, puis ainsi de suite, puis qu'on est tout seul, puis qu'on n'a pas de voisins, puis que c'est fini, puis c'est gna. Non. Je pense avoir un esprit beaucoup plus audacieux qui refuse les limites d'une raison qui, jusqu'à ce jour, nous a pas menés bien loin. Même si depuis 100 ans, l'ordinateur remplace le boulier, ce sont des jouets. C'est là que ça nous a amené. On doit acheter, nous autres. Alors, je ne suis pas impressionné. J'ai renoncé à convaincre également. J'étudie, par exemple. Je fais des enquêtes sur le terrain, sceptique sur le terrain en passant. J'alimente le débat, mais l'ufologie, en passant, n'est pas un hobby pour moi. Je joue ma carrière depuis 30 ans là-dessus. J'ai beaucoup plus à perdre qu'à y gagner sur le plan social et financier. Je ne le fais donc certes pas pour me distraire ou meubler mes loisirs. Je vais au-delà de la conviction et je suis constamment atterré, même écœuré, par la fermeture d'esprit de certains qui, au nom d'une attitude tissée d'orgueil et parfois de malice, ont l'arrogance d'imposer le principe que ce qu'ils ne peuvent pas expliquer, dis-je, ne peut donc exister. Je suis un rebelle, oui. Je suis un marginal. Je suis un flyé, un irresponsable et un dangereux agitateur. Demandez-le à mon boss. Je l'espère, d'ailleurs, l'aide. Mais faites attention faites attention à tous ceux qui marchent hors des autoroutes pavées pour s'aventurer dans la jungle de la connaissance, parce que ça risque de vous faire réfléchir sur des sujets qui ne sont pas acquis, approuvés et bénis par l'imprimatur de la logique, de la raison et de la science. Parce que quand quelqu'un, et vous en êtes la preuve, quand quelqu'un comme ça se met à réfléchir, c'est très dangereux, parce que l'homme moderne n'est pas ici pour penser, il est ici pour dépenser. Il n'est pas ici pour apprendre, il est ici pour gober. Il n'est pas ici pour discuter et débattre, il est ici pour reconnaître et saluer. Il n'est pas ici pour évoluer, il est ici pour se pelotonner dans le moule qu'on lui a fabriqué. La réponse finale au phénomène extraterrestre appartient à la masse critique de gens qui surviendra tôt ou tard parce qu'ils seront littéralement écœurés du mensonge, de l'hypocrisie, de la peur, comme les femmes l'ont fait avec le sexe, qui est plus un péché, comme les homosexuels l'ont fait avec leur condition, qui est plus un tabou, comme l'ensemble des hommes et des femmes l'ont fait avec la religion, qui est plus une réponse, comme les jeunes le font avec les autorités qui méritent plus de respect, comme très bientôt on va le faire avec la politique, qui est bien qu'une main agitée par un cerveau dont on ne connaît rien. Je vous dis que l'écœurement social des gens à l'aube du 21e siècle, c'est la meilleure garantie possible pour l'éclatement de la vérité sur les extraterrestres. Parce qu'on a beau dire qu'à l'échelle du cosmos, on est des primitifs, à l'échelle de la planète, on est dangereusement moins facile à massacrer qu'il y a 500 ans. On est dangereusement plus coriace à manipuler qu'il y a même 25 ans. Mais il y a mieux. Cette prise de conscience risque de se faire encore plus rapidement à un taux d'accélération que je qualifie de quantique. Et qui sait, si même dans un an, on n'en saura pas beaucoup plus, peut-être même qu'on aura pas mal de réponses à toutes nos questions. Elles seront peut-être différentes de ce à quoi on s'attend, et je suis disposé à parier tout ce que j'ai, que ces réponses, pourquoi les extraterrestres viennent ici, se logent à l'enseigne de notre évolution en tant que race, en tant que peuple et en tant qu'individu. C'est notre raison d'être en tant qu'esprit incarné. C'est notre seul objectif commun
C'est pas ni la raison, ni la science qui nous empêche de l'accepter, c'est la maudite orgueil qui, selon la légende et la mythologie, sera toujours le plus grand péché de l'homme. Merci. Maintenant, en présence de Jean Cazot, bien oui, l'ufologue qui, à tous les ans maintenant, c'est presque une habitude, M. Cazot, de faire lever le plafond avec vos énoncés sur l'ufologie. L'idéal, c'est quand il n'y aura plus de plafond à faire lever, hein? Et qu'on sera directement... Sera rendu. Oui. C'est ça. Mais savez-vous que votre discours cette année me semblait se rapprocher plus de l'ésotérisme que de l'ufologie de laboratoire scientifique des soucoupes volantes nuts and bolts, comme on dit? Bon, on va faire un peu de vocabulaire. Oui. Ésotérique, toujours ésotérikos, du grec, qui veut dire réservé aux initiés. C'est donc certainement pas ésotérique. Sans ça, je ne serais pas devant une salle de gens réunis pour nous entendre. Alors, je pense que c'est purement une question de vocabulaire. Je dirais plutôt d'ordre métaphysique, qui, lui, veut simplement dire toute la dimension qui n'est pas palpable au niveau de nos 5 sens. Et je crois effectivement que le phénomène ufologique, extraterrestre, extradimensionnel, c'est fatigant, ça, d'être toujours obligé de dire extraterrestre ou extradimensionnel, c'est la même chose, que ce phénomène-là rejoint une réalité métaphysique immense, extrêmement importante, et qu'on ne doit pas la négliger. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout l'aspect, j'allais dire ésotérique, tout l'aspect métaphysique, finalement, c'est ce qu'on appelle nos rêves, notamment. C'est ce qu'on appelle ces fameuses sorties hors du corps, ces expériences de mort imminente, les phénomènes paranormaux, de poltergeist ou autre, peu importe, les observations d'ovnis qui apparaissent, qui disparaissent, l'état second dans lequel sont les gens qui se font enlever. Tout ça me paraît fascinant, mais c'est une dimension qu'on n'ose pas par peur, par pudeur, qu'on n'ose pas aborder. J'ai pensé que ce soir, ce serait peut-être le temps de commencer d'aborder cette question-là, puis de se poser la question, avant de savoir qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, ce serait peut-être bon de se demander qu'est-ce qu'on vient faire ici, nous autres. Hein? On va commencer avec ça. Si on s'interroge chez les voisins, mais on ne sait même pas ce qu'on fait là. C'est un peu comme, je sais pas, moi, quelqu'un dans une ville qui dirait ce qu'ils font ici, eux autres, mais que lui, ne sait même pas ce qu'il fait. Comprends-tu? C'est un non-sens. Il faut d'abord établir pourquoi on est ici. Puis, avant d'établir ça, il faut établir qui sommes-nous, nous autres. On est qui, nous? Et là, on a fini par découvrir des choses passablement intéressantes, notamment au niveau de l'anthropologie, où là, ils ont réalisé que l'homme moderne, tel qu'on est, il n'y a pas d'affaire ici. Il est ici depuis... c'est trop tôt. On ne devrait pas être ici. Il faudrait normalement attendre encore 1 million ou 2 d'années avant d'être l'homme qu'on est aujourd'hui. À partir de l'évolution de l'homme des cavernes, là, vous voulez dire? L'Homo erectus, pour être plus précis. Ouais. De l'Homo erectus au Cro-Magnon, il s'est passé là, une période néandertale, peu importe, là, parce que là, il s'obstine encore, là. Mais il y a eu une période de temps où, en un temps record, à l'échelle anthropologique, si on peut dire, là, en un temps record, dans le temps de le dire, on est passé d'un homme des cavernes à un type, comme je l'ai dit dans ma conférence, pris sur le pont Champlain avec son cellulaire, dans un temps record. Anormal, complètement anormal. Ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui est venu tripoter nos cellules, là. Il y a quelqu'un qui est venu forcer l'évolution de l'homme à cette époque-là. Attendez, Jean Cazot, parce qu'on a écouté votre conférence à l'émission la semaine dernière, presque intégralement. On se souvient évidemment de cette démarche, mais ça m'a laissé songeur sur le fait suivant, qu'à peine depuis 100 ans, on a inventé, disons, l'avion. Et en dedans d'à peine 100 ans, sans intervention extraterrestre, on est allé placer des hommes sur la Lune. Pardon? Sans intervention? C'est intéressant, hein? Parce que c'est précisément depuis 1940, 45, 47 qu'on a fait les plus grands bouleversements technologiques. L'ère électronique, là. La découverte du transistor, 47. Le rayon laser. Mais l'évolution de l'homme elle-même a connu un bond prodigieux depuis quand? Depuis l'avènement sur notre scène internationale du phénomène OVNI, dans nos temps modernes. Et on compare ça avec ce qui s'est passé autrefois, et là, je commence à me dire, est-ce qu'on est en train de stimuler notre évolution? Bon.
J'ai reçu le représentant des sceptiques à la sortie de la salle après votre conférence où il me disait « Il ne nous a pas apporté de fait, Jean Cazot. Il a simplement apporté des belles théories, comme les ésotéristes et bien d'autres se gargarisent. Hein. Vous nous dites présentement que probablement le saut presque quantique dans la technologie électronique... Le saut quantique, c'est important ça, oui. L'effet tunnel, là. Si on passe d'une réalité, on est dans une autre réalité matérielle. Vous venez de nous dire que ce serait probablement par l'intervention possible, mystérieuse et invisible d'extraterrestres. Je dis, pensez-y, faites le lien, réfléchissez. C'est quoi le problème? Mais le sceptique lui disait, non, 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 il n'y a rien de ça. C'est normal qu'après avoir appris à additionner, on finit par apprendre à multiplier, puis après on va apprendre à faire au carré, puis au... Oh, très bien. Alors, quand vous aurez un enfant naissant, un bébé de 6 mois, qui à un moment donné va se revirer de bord, puis commencer à faire des équations d'algèbre, là, on s'en parlera. Et sans se le faire montrer par un professeur. C'est ça l'histoire. C'est ça qu'on a fait, en fait. Il faut ramener ça à l'échelle. Il faut ramener ça à l'échelle. Je l'ai dit, à l'échelle anthropologique, notre évolution, elle est furieuse. C'est une folie furieuse. Donc, la preuve de la présence d'extraterrestres, on l'a sur le nez. On n'a qu'à regarder ce qui se passe pour se rendre compte que si c'est pas en soucoupe volante de tôle, c'est déjà là. Quoi, vous avez dit? La preuve? La preuve? J'en ai pas de preuve. Puis s'il en veut des preuves, qu'il aille en trouver lui-même, j'ai pas de preuves à fournir à personne. Je propose une réflexion. Je dis, envisagez donc ça comme une hypothèse. Ayez donc l'humilité d'admettre qu'on n'est pas le centre de l'univers, qu'on n'est pas l'être humain, qu'on n'est pas une créature... on n'a pas à se vanter, hein? On n'a vraiment pas à se vanter. Admettons donc ça comme hypothèse de travail. Réfléchissons à ça. C'est tout ce que je dis. C'est intéressant quand vous disiez, c'est curieux que des scientifiques ou les sceptiques vont chercher toutes sortes de raisons de midi à 14 heures, les plus invraisemblables. Plus folle même, hein? Folle. Moi, j'ai jamais vu ça, hein? J'ai 46 ans. J'ai jamais vu ça, puis ça fait 30 ans que je suis dans le journaliste. J'ai jamais vu quelqu'un combattre une hypothèse en proposant plus folle qu'elle. J'ai jamais vu ça, même en politique, puis il faut le faire, hein? J'ai jamais vu ça. Une autre réflexion que j'ai eue en vous écoutant, c'est que vous laissez entendre que on s'en va à notre perdition parce que des hommes, soi-disant en quête de pouvoir personnel, de structure sociale, qui a eu une certaine élite, là, qui a le contrôle économique, entre autres, et scientifique, pour leur bien personnel. On s'en ira à notre perte. Est-ce que vous acceptez de croire, en allant dans le même sens que la recherche anthropologique ou dans les textes anciens, qu'il y aurait peut-être des factions d'intervention extraterrestre, qui d'une part sont les bons, d'autre part les mauvais, et que la planète Terre serait soumise à une domination de ceux qu'on a appelés les anges déchus, dont, excusez-moi, là, j'ose aller dans ce sens-là, là. Un Christ qui se fait dire soumets-toi à moi et je te donnerai tous les royaumes de ce monde, car lui est le grand Manitou qui a la domination sur la planète. On est dans l'œuvre de Satan, de ses œuvres et de ses pompes, comme on dit, là. Parce que j'ai eu l'impression que votre exposé qu'on a entendu intégralement la semaine dernière laissait place qu'à des bons extraterrestres qui agissent dans l'invisible, subtilement, avec beaucoup de conscience, de science et de respect de l'humanité, pour que graduellement, on avance, mais ils nous poussent un petit peu dans le dos, sans jamais mentionner qu'il pourrait y avoir des êtres qui, au lieu de penser que ce ne sont que des humains qui pensent à leur bien personnel, seraient des êtres qui... utiliserait les faiblesses de la psychologie humaine, les faiblesses, les besoins de confort, comme vous disiez, là, scientifiques, parce qu'ils ont, eux, la primauté ici sur la planète. Je sais qu'il y existe certaines approches à l'effet, par exemple, qu'il y aurait des faits. Là, on tombe dans carrément là, des informations qui proviennent d'un milieu qu'on appelle le milieu du channeling. Oh non, 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 je m'éloigne de ça, là. Je ne veux pas parler là, de démonologie, puis de communication avec des bons anges, puis des mauvais anges, puis des... Vous non plus? Pas ça, je parle. Je dis que dans le channeling, on a des informations à l'effet qu'il y aurait des factions extraterrestres négatives qui considèrent Prenons la Bible, les bons anges, les mauvais anges, chassés dans les entrailles de la terre, les bases souterraines, etc. OK. À partir de ce que nous enseignent les textes religieux, ça, c'est exact. Le Ramayana, le Popol Vuh. Les textes religieux. J'inclus tout, là. Je peux pas textes sacrés, pas nécessairement religieux. D'accord. Les textes sacrés. Le Mahabharata, c'est pas un texte religieux. Les Védiques, là. Non, là, ce que je veux dire, c'est que... Non, mais ça, je l'exclus pas, là. Je dis, ça, c'est dans le passé, au même titre que mon truc d'anthropologie.
technologie. D'accord? On s'en va en arrière. Revenons moderne maintenant. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a aussi des sources d'informations qui pourraient nous dire ça? Je dis donc que oui, il y en a. Bon, c'est ça. Vous ouvrez la porte à ceux-là. Veux-tu me laisser finir? Je dis donc que, non, je n'ai pas dit que je leur ouvrais la porte, j'ai dit ça existe. Et ce qu'on dit dans ces textes-là, dans ces enseignements-là de channeling toujours, on nous parle de ces factions d'extraterrestres qui viendraient d'Orion et qui auraient une orientation très négative parce qu'ils considèrent la Terre comme faisant partie de leur système solaire et ainsi de suite et ainsi de suite. Moi, je dis pas non. Je dis pas non à ça. Je dis oui, c'est fort possible. Je dis bien possible. La notion manichéenne là, du bien et du mal, le principe de dire qu'il y a toujours un opposé à une force, le yin-yang, le jour et la nuit, le chaud et le froid, ainsi de suite, sont des aspects, on ne peut pas les mettre de côté. Mais j'ai de la difficulté avec le concept qui veut que nous soyons dominés par des méchants extraterrestres qui veulent soit nous envahir ou soit nous massacrer ou nous stériliser ou ainsi de suite. Ou tout simplement... J'ai un problème avec ça. Oui, mais ou tout simplement, là, qui impose la loi du silence sur la révélation d'informations. C'est, vous criez dans les conférences à cette forme d'injustice sociale que les autorités, qu'elles soient militaires, scientifiques, même religieuses, faussent le débat. Oui, et de ce côté-ci, c'est bien clair qu'ici, sur Terre, là, il y a, ça existe, c'est bien clair. Non, ces humains-là sont peut-être le jeu de forces je pense que aussi puissantes que des bons extraterrestres, des mauvais extraterrestres. Et on est piégé tant qu'il n'y aura pas quelqu'un quelque part, appelons-le Michel Archange, qui viendra battre les démons. Je pense que les humains n'ont pas besoin d'extraterrestres pour se montrer comme des... C'est pas un mot vulgaire, là. Mais quand on décide, nous, les êtres humains, d'être pas du monde, là, on n'a pas besoin d'être inspirés par une faction extraterrestre pour être comme ça. Tu comprends ce que je veux dire, là? Me suis-tu? Je veux dire, quand tu regardes comment l'être humain fonctionne... Non, moi je défendrai l'être humain pour dire aussi que l'être humain a des grandes qualités qui fait qu'il n'y a pas besoin d'intervention de bons extraterrestres pour être bon aussi. Ouais, mais... Ce que j'ai peur dans votre discours, Jean Cazot, j'ai l'impression que vous... J'ai peur que vous cachiez une partie de la réalité qui vous ferait peur, vous, en tant qu'ufologue, qui arrivez dans une piste délicate qu'on appelle l'ésotérisme, les textes sacrés, où là, vous risqueriez d'en tomber dans ce qu'on voit derrière vous, là, le folklorique des méchants intraterrestres. Non, c'est pas ça. C'est pas une question de peur. C'est simplement que je me dis, ce qui s'est passé autrefois, ce qui a pu se passer autrefois. Et qui a été écrit dans les textes sacrés. C'est ça, qui a été à toute fin pratique l'amélioration de la race humaine. Pourquoi aujourd'hui, ce serait l'inverse? C'est ça que je considère bizarre dans ça. C'est que pour comprendre, il faut que je m'en réfère à ce moment-là à ce que tu as dit à un moment donné quand tu as parlé du fameux Satan. Là. Tu sais, quand tu as parlé de ça, bon, les forces sataniques. Les forces sataniques. Là. Les démons chassés dans les entrailles de la Terre, qu'on appellera aujourd'hui des intraterrestres. Ça, ce sont des formules. Ça, c'est des formules ésotériques. C'est une façon de dire les choses qui cachent la réalité. Tu sais, Satan avec les cornes, là, on parle davantage ici d'une force négative, disons. Tu sais. Moi, j'ai pas de problème à penser qu'il y en a une faction ou qu'il y a un groupe ou qu'il y a une certaine force négative à ce niveau-là. J'ai pas de problème avec ça. Je sais que c'est... Ou une race, appelons-la race extraterrestre ou intragant comme ceux qu'on voit derrière vous, non? C'est ça, les reptiliens. Ouais. Mais justement, j'ai un dossier d'enlèvement où c'est une affaire de même. C'est pas aimable, ça. T'sais? Mais pas de violence, pas de mal, pas rien, là. Tu sais, je veux dire, je pense que c'est Philip Randall qui disait, c'est incroyable, hein? Ces êtres-là arrivent, ils nous prennent de force, ils nous rendent des affaires dans le derrière, ils nous font des scies, ils nous laissent des cicatrices, puis après ça, ils viennent nous rabrier puis nous remettre dans notre lit. Bizarre. Il y a dichotomie, là, ici, là. Tu sais, il y a une contradiction ici, quelque part, là. Ils sont méchants, mais ils sont fins. Ils sont fins, mais ils sont méchants. Non, ils sont méchants, mais ils enlèvent les traces. C'est un petit peu ce qu'on appellera la violence de la non-violence. Oui. Je pense que la notion de méchanceté, je pense qu'elle est plus propre à l'homme qu'à toute espèce évoluée, parce qu'une espèce en évolution est une espèce qui se dirige davantage vers une notion, en tout cas c'est ce que je pense, vers une notion de bien que vers une notion de mal. Je pense que l'évolution demande ça. Et comme dirait le Christ, s'ils sont divisés en eux-mêmes, ils vont eux-mêmes s'autodétruire, finalement. Alors, en admettant qu'il y ait une faction comme celle-là, en admettant,
qui exerce peut-être un certain contrôle. Je pense qu'il y en a une plus importante, beaucoup plus puissante, beaucoup plus importante, qui sur un plan, disons, de hiérarchie, a un certain contrôle sur leurs allées et venues. Je fabule, là. Je réponds à ta question, là. Et qui, tout simplement, est capable de mettre le haut là de temps en temps pour éviter des abus, qui exerce un certain contrôle. Ça, je suis prêt à embarquer là-dedans. Mais de dire que la faction la plus importante est une faction satanique ou maléfique ou ainsi de suite, ça, j'ai des problèmes avec ça. Plus importante ici sur Terre, mais l'autre dont vous parlez, un peu comme dans l'univers des Klingons, tu sais, puis il y a la fraternité des mondes habités, là, mais... Tous les ésotéristes de Michel Archange. Et là, ben oui, c'est ça. hein, la lutte contre le dragon, les anges déchus, tu l'as dit, tous les ésotéristes de ça, au toit astre du matin, et ainsi de suite, et ainsi de suite, quand on fait la lecture de ça, oui, c'est clair, il y a eu lutte dans le ciel, il y a eu conflit dans le ciel. Ça, c'est tout l'ésotérisme l'enseigne, tous les textes sacrés l'enseignent, ils le disent, ça. Et cette lutte-là se poursuit probablement aujourd'hui. Ça, c'est probablement exact. La seule chose que je dis, c'est que la force la plus importante, celle qui a le bon bout du bâton, c'est pas eux autres. Tout simplement. Mais c'est ce que je pense. Le go, peut-être, mais c'est ce que je pense. J'allais presque terminer en vous disant, c'est ce qu'on souhaite de tout notre cœur. Et aussi. C'est ce qu'on souhaite aussi. Mais il faudrait que les ufologues aient le courage peut-être d'aller jusqu'à admettre ce qu'on voit sur certains panneaux, là, où il y a des autres qui ont actuellement mis la poigne sur les autorités du gouvernement et qui interdisent que la chose soit révélée. Parce que le jour où elle sera révélée, tant qu'elle est cachée, même pour nos autorités gouvernementales, j'ose le dire, là, vous me passerez votre commentaire, on se protège soi-même en ne révélant pas la présence de ceux qui agissent sur nous comme si on était des objets de laboratoire, des cobayes de laboratoire. Et grâce à ce silence, on s'auto-protège. Tant qu'on ne dit pas que notre père est violent, il nous donne des volets, il se retient. Le jour où on va dire, mais t'es un violent, à partir de ce jour-là, il va l'être à tous les jours. Vous me suivez, là? Oui, très bien. Mais je voudrais pas non plus que tout ça soit interprété comme une caution, par exemple, d'un scénario dans le style de ce qu'on nous présente là, à la télévision américaine de ce temps-ci. Independence Day, The Arrival, Dark Skies, ça va faire, là, tu sais, je me dis, ça... Il ne faut pas non plus, en tout cas moi, je ne veux pas tomber dans cette espèce de paranoïa cosmique là, où on se met à voir des body snatchers un peu partout. C'est très facile et c'est très tentant aussi parce que les hommes aiment ça, hein, les humains aiment ça. Ça répond à un archétype comme si c'était en dedans de nos tripes, comme s'il y avait une réalité qu'on ne connaît pas. Ça répond peut-être à quelque chose qui s'est déjà passé dans nos gènes et dont on se souvient. Mais je pense que ce n'est pas le cas maintenant, c'est l'inverse qui est en train de se produire. Voilà. C'est la revanche de Saint-Michel-Archange. Merci beaucoup, Jean Cazot. Longue vie à votre fépi. D'accord? Merci. Bien ici,